grand musicien qui n'a ces techniques de silence. Ce qu'on peut dire au plus, et ce que tout le monde sent quand on entend de la musique, c'est que la musique, elle est traversée par une espèce de vecteur d'abolition. Un vecteur d'abolition sonore. Comme s'il s'agissait, pour la musique, comme s'il était pleinement compris dans la musique, le vœu et le mouvement de s'éteindre, et sans doute de nous éteindre avec elle, comme une espèce de tracé d'abolition. Et que les sons, qui ne sont pas un langage, bien qu'il y ait aussi des ordres en musique, mais que la musique file par-dessous les ordres proprement musicaux, qu'elle trace sa ligne de propre abolition qui fait pleinement partie d'elle, et qu'elle la trace de mille façons. Il y aurait donc ce premier système des redondances signifiantes ou de fréquences, le mur sur lequel elles s'inscrivent, le mur sémiotique sur lequel elles s'inscrivent, et la tentative de percer ce mur. C'est-à-dire, cette tentative de percer ce mur, on l'appellerait sortie du signifiant. Sortir de la signifiance. Comme il fait Gerasim Bouta. Et puis je dis très vite, voilà, deuxième type de redondance. Et évidemment, encore une fois, c'est pas des usages secondaires du premier type. Cette fois-ci, c'est des redondances de résonance. Bien entendu, on sait d'avance, ça c'est une chose qu'on sait. On sait d'avance que tout ça, ça se mélange, tout ça c'est mixte. Il n'y a pas de fréquence qui n'ait des résonances, il n'y a pas de résonance qui n'ait ses fréquences. Donc c'est pas une dualité. C'est pas une dualité, en même temps c'est commode de faire comme si c'était une dualité. Si vous me dites c'est pas une dualité, je dis non, c'en est pas une, mais si c'en est une. Si vous me dites c'en est une, je dis non, c'en est pas une. Bon, on essaie de se débrouiller là-dedans. Redondance de résonance, ce serait quoi? On l'a vu, non pas des usages secondaires. Cette fois-ci, c'est très curieux pour parler aussi de langage des linguistes. Il ne s'agirait plus exactement ni de phonème, ni de morphème. Ni de mots, ni de... Il s'agirait de quoi? De ce que les linguistes, enfin, c'est pas par hasard que les deux seconds cas, les deux derniers cas de redondance que j'ai cités, renvoient à quelque chose que les linguistes nomment, ou dont ils nous ont beaucoup parlé, sous le nom de embrayeurs ou shifters, à savoir la redondance moi égale moi du type le pronom personnel et la redondance Tristan, Isolde, Isolde, Tristan du type nom propre. Or, vous savez en gros ce que les linguistes appellent des embrayeurs, ce sont des termes, n'est-ce pas, qui désignent celui à la lettre qui le porte. Le je désigne celui qui énonce je. C'est pas vrai pour les autres mots, c'est pas vrai pour les noms communs. Le chien n'est pas dans ce cas-là le mot chien, mais le mot je désigne celui qui énonce je. Il est dit par là même, mettons, un embrayeur. Le nom propre désigne celui qui le porte. Donc, le nom propre, le pronom personnel, le je, sont des choses très très spéciales qui viennent animer notre seconde catégorie, des catégories de résonance. Et on a vu que, dans nos deux exemples de catégories de résonance, sans doute très liés, aussi liés que nos deux exemples de catégories de fréquence, on avait cette conscience qui dit moi égale moi. Où on avait ce couple qui dit
je t'aime, ou je te hais, ou je t'aime, je te hais. C'est une redondance. Ou Tristan, Isolde. Est-ce que c'est le même schéma? Le schéma de tout à l'heure, c'était encore une fois redondance, de fréquence, signifiante, inscrite sur un mur sémiotique, le problème étant comment percer ce mur pour arriver à quelque chose qui sera peut-être même plus de la sémiotique, hein, en tout cas qui sera de la sémiotique non formée, etc. Dans l'autre cas, je reprends une hypothèse là que Guattari est en train de développer. Est-ce que c'est le même cas? C'est peut-être le même cas. Mais enfin, on a intérêt à faire des distinctions. Cette fois, le schéma, il me semble un peu différent. J'ai perdu ma craie. Ah ben là, je vais voir si j'ai perdu ma craie. Merci beaucoup. J'ai Tristan, Isolde. Ah, voilà. Ou bien j'ai moi égale moi. Et on dirait cette fois que dans la résonance que dans la redondance de résonance, la résonance est comme assurée par ceci, que les éléments en question, moi et moi, le sujet d'énonciation, mettons, pour parler plus techniquement, et le sujet d'énoncé, Tristan et Isolde, tour à tour sujet d'énonciation et sujet d'énoncé dans la bouche l'un de l'autre. Moi, Tristan, je t'énonce Isolde, mais moi, Isolde, je t'énonce Tristan. Donc, le sujet d'énonciation et sujet d'énoncé dans les deux cas des redondances de résonance étaient comme attirés dans une espèce de tournoiement. Un véritable trou. Ça se mettait à tournoyer, à s'échauffer dans ce trou. Moi. Tristan, Isolde. Et la barque continue. Et la barque, elle continue vers quoi? Vers la mort. Le cogito n'a pas un avenir fameux devant lui. C'est un système, en apparence, c'est un système formellement différent. Donc je voudrais terminer sur ce point, redondance de fréquence. Signifiante, opérant sur un mur sémiotique, avec comme question fondamentale comment percer le mur. Là, j'ai redondance de résonance ou subjective, renvoyant à un trou. Il fuyait chaque chose. Et tout ça lui retombe dessus, il est absolument terrorisé, mais en même temps fasciné. Parce que quelque chose apparaît. C'est que la petite phrase ne joue plus dans la fonction de nœud, de résonance qui va colmater ce mur de la quotidienneté, mais se met à vivre, à palpiter d'une autre façon. En effet, d'abord, le musicien va la jouer en entier, alors que, traditionnellement, on ne gardait que les éléments de la petite phrase, on en perdait toute une partie. Et Proust dit, Proust dit, il y avait là d'admirables idées dans le développement, alors qu'auparavant, il ne retenait que la petite phrase, le reste c'était un peu flou, il n'arrivait pas à le saisir. Et il s'aperçoit pour la première fois que dans le reste du morceau, il y avait là d'admirables idées que Swann n'avait pas distinguées à la première audition et qu'il percevait maintenant, comme si elles se fussent dans le vestiaire de sa mémoire, débarrassées du déguisement uniforme de la nouveauté. Déterritorialisation, c'est par exemple des signes musicaux